La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef, Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. La saison de ski a déjà commencé dans certaines stations, en tout cas celle de notre invité. Une nouvelle saison cette année sans l'ombre du Covid, enfin, mais dans un exercice aussi délicat en raison de l'envolée du prix de l'énergie. Pour en parler, nous accueillons le directeur de Téléverbier, la plus grande société de remontée mécanique de Suisse romande, Laurent Vaucher. Bienvenue dans B2B. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Pour commencer cette émission, la première partie, portrait. Laurent Vaucher, vous êtes passionné de ski, on y reviendra, mais aussi de football. Vous y avez joué pendant 18 ans dans le canton de Neuchâtel. Nous enregistrons cette émission le lendemain du match Suisse-Portugal. Pas trop déçu de la performance ? Ma foi, oui, c'est vrai qu'on avait tous des espérances pour voir la Suisse en quart de finale, surtout qu'au dernier Euro, ils étaient allés. On s'est dit contre le Portugal, c'était probablement faisable, bien que le Portugal joue très bien, mais hier soir, il a manqué beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, tant pis, c'est retour à la maison. Puis, à dans 4 ans. Cet esprit collectif, ça vous a appris, entraîné dans votre carrière de manager ? Un petit peu moins, parce qu'en fait, moi, j'étais au but. Donc, j'étais un peu le gars à part d'équipe. Non, c'est vrai de l'équipe. Oui, quand même pas, quoi. J'essayais, mais à l'époque, c'était d'autres noms de gros gardiens, mais que j'avais en tête. Non, c'est clair que l'esprit collectif, cet esprit d'équipe, j'ai toujours adoré, quoi. Je pense que j'aurais pas pu faire un sport individuel. Et puis, l'esprit collectif, l'esprit d'équipe, c'est ce qui fait aussi qu'on sort de la maison pour aller aux entraînements, parce qu'on va voir les copains, puis on a aussi un devoir envers l'équipe. Vous avez grandi dans les montagnes neuchâteloises, donc vous êtes passé des crampons aux lattes. Elle a démarré comment cette passion pour le ski alpin ? Cette passion pour le ski alpin, je l'ai toujours eu parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a mis tout de suite sur les skis. Donc, j'ai du ski en hiver, le foot en été. Donc, l'hiver, on skiait dans les montagnes neuchâteloises. Et puis, un peu plus tard, quand le niveau du ski a commencé à devenir meilleur, on allait souvent dans les Alpes. Alors, j'ai tout le temps skié durant toute ma vie. Dans une interview, vous évoquiez aussi les camps de ski avec l'école. Vous en gardez un souvenir en particulier ? Je crois que ça fait partie des plus belles semaines de ma vie. J'ai toujours eu la chance depuis la 3e année primaire jusqu'à la fin de mon apprentissage. J'ai fait l'apprentissage dans un centre professionnel. Je n'étais pas chez un patron. On est chaque fois, chaque hiver, on avait une semaine de ski. Alors on partait avec les copains. On était peut-être 100, 150, dans des dortoirs, des chambres à 4, des chambres à 10. C'était mémorable, ce qui était fantastique, et puis on dormait très peu. Et déjà, vous observiez les installations de remontée mécanique avec un regard particulier ou pas encore ? Non, pas encore à ce moment-là. C'est venu par la suite, un peu par hasard, mais par contre, j'observais beaucoup la montagne, j'observais beaucoup le ski, j'adorais le ski, puis j'adore toujours, et puis je regardais souvent les compétitions à la télévision, puis on essayait de reproduire les exploits des anciens grands champions sur les pistes, quoi. Un Neuchâtelois d'origine en Valais, ça n'a pas été trop dur de se faire une place ? Non, je crois pas. Je crois qu'en plus, c'est même un avantage parce que je viens d'ailleurs, je ne fais pas partie d'un groupe ou d'une famille ou je ne sais quoi. Et puis, ça me laisse les coups des franches. Et puis, je peux considérer que je dois rien à personne, juste à mon employeur et puis un peu à la collectivité. Parce que c'est vrai qu'une remontée mécanique dans une station, c'est un peu l'élément central, quoi. Vous êtes neutre ? Neutre, oui. Dans la mesure du possible. Avant de prendre la direction de Téléverbier, vous avez eu différents postes, notamment à l'étranger. Ingénieur projet en Californie, chez Teslaco, une entreprise qui fabrique ou fabriquait, non pas des voitures, mais des composants électriques très spécifiques pour l'industrie médicale et même spatiale. Vous avez été responsable ensuite de la division montagne de Ski Data aux États-Unis. Certains de vos enfants sont nés là-bas, si mes informations sont bonnes. Oui, juste. Mon fils, lui, il est né à Los Angeles, quand je travaillais chez Teslaco. Ma fille était déjà née quand on est parti. Elle avait 4 ans quand on est parti aux US. On a fait 4 ans aux US, à Los Angeles, quand je travaillais chez Teslaco. Ensuite, je suis rentré en Suisse pour m'occuper de Télétion, qui appartient quelque peu à Téléverbier. Puis après 8 ans à Télétion, je suis reparti aux États-Unis, au Colorado, à Denver, pour Ski Data, justement. Puis après 3 ans passés à Denver, je suis arrivé à Verbier.
Aujourd'hui, quel lien vous gardez encore avec les États-Unis? Oh, beaucoup de liens. J'ai beaucoup d'amis, notamment à Los Angeles et puis beaucoup au Colorado. J'y vais à la fin février, notamment faire un peu de ski là-bas. Vu que j'adore le ski, c'est des belles montagnes aussi, des beaux domaines skiables. Et puis ça me donnera l'occasion de revoir tous mes amis Vous allez américains. juste pour les loisirs ou bien avec des projets peut-être économiques en Là, tête, hein? à cette occasion, ça sera beaucoup plus à titre privé, mais toujours un petit peu avec le défaut professionnel, quoi. Vous avez beaucoup visité aussi d'autres stations juste avant d'allumer ces caméras. Vous évoquiez le Québec. Mhm. Vous confirmez que les stations suisses sont les meilleures ou il y a de la concurrence quand même ailleurs en termes Non, d'infrastructure? il y a du bon et du moins bon partout. Il y a toujours des belles découvertes à faire. C'est vrai que nous, on a un arc alpin qui est impressionnant. Peut-être au Colorado, c'est plus des collines, mais ils ont des domaines skiables aussi qui sont vastes, qui sont très bien préparés. Vaste, ça veut dire autant de kilomètres de piste Alors eux, que Téléverbier? je préfère comment ce qu'ils font parce qu'ils mesurent en surface. Tandis que chez nous, on a le kilomètre. Donc, si vous avez une piste de 300 mètres qui fait 1 kilomètre, on dirait que c'est 1 kilomètre de piste. Puis vous avez une route de 300 mètres, une route de 3 mètres qui fait 1 kilomètre, on dirait que c'est quand même une piste de 1 kilomètre. Donc, j'aurais bien voulu changer en Europe, mais apparemment, ce ne serait pas très bien accepté par les clients. Donc, eux, aux États-Unis, ils mesurent ça en surface, en acre, comme ils appellent ça. Et ça donne une meilleure image, perception de la grandeur du domaine skiable. Et puis, ils ont vraiment des grands domaines skiables dans certaines régions. Et si on compare, alors Téléverbier, ça fait combien d'hectares par rapport à Faut pas que je raconte. une station au Colorado, ou là, une proportion? Bon, une proportion, je dirais que Verbier, les Quatre-Vallées font partie vraiment des grands domaines skiables qu'on trouve au monde, hein. Je crois que le plus grand, ce sont les Trois-Vallées en France. Ensuite, il y a les Portes du Soleil. Il y a les Quatre-Vallées. Aux États-Unis, il y a en Utah, Park City avec Canyon. Whistler est grand aussi, Vail. Même avec cette correction, de prendre non pas simplement la longueur des pistes, mais aussi leur largeur, les Alpes restent bien placées. Oui, alors des grands domaines skiables, on reste bien placés, évidemment, quoi. Mais pour revenir à votre question initiale, il y a du bon partout, quoi, à prendre, quoi. Votre coup de cœur outre-Atlantique? J'ai bien aimé le Colorado, la Vail, Breckenridge, Keystone, et puis un peu plus au nord, dans le Wyoming, comment ça s'appelle? J'oublie déjà le nom, je vais retrouver, je ne sais plus. On retrouvera pour vous plus Voilà. tard. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir en Suisse, reprendre des responsabilités en Valais? Eh bien, la première fois que j'étais à Los Angeles, ça faisait 4 ans que j'étais dans cette fonction, puis on était un petit bureau, puis on avait un centre de production, un partenaire en Chine. Puis au sein de ce petit bureau, je ne pouvais pas trop, disons, avoir un avenir ou un plan de carrière avec quelques ambitions. Et puis ce qui s'est produit, c'est au moment où Téléverbier a pris une part assez conséquente de Téléthon, on m'a demandé de venir à Thion pour m'en occuper, parce que avant d'aller au Colorado, avant de faire mon école d'ingénieur, j'étais à Vercorin en tant que responsable technique des installations. Et je suis arrivé à Thion, c'est pour ça que je suis rentré la première fois des États-Unis. Et puis la deuxième, que j'étais aux États-Unis pour Ski Data, là, on m'a proposé si je voulais pas reprendre la tête de Téléverbier. Et là, c'est quelque chose qui n'était pas trop refusable en ce temps-là, quoi. Puis je le regrette pas du tout, je me plais vraiment à Verbier. Revenons sur cette formation. Vous en avez fait plusieurs, mais notamment une formation de spécialiste technique en remontée mécanique. En quoi ça consiste exactement? Alors, c'est un brevet fédéral. En fait, chaque société de remontée mécanique doit avoir au moins 2 personnes brevetées ou reconnues en tant que telles. Les reconnaissances, maintenant, ça se fait plus trop, mais à l'époque, quand ils ont mis cette formation en place, les personnes qui pouvaient faire valoir une grande expérience étaient aussi reconnues en tant que telles. Donc, il faut avoir à la base un métier technique, soit électricien, mécanique. Et ensuite, ça consiste sur une période de 2 ans à faire un cursus de 2 fois 3 mois pour acquérir ce brevet. Puis il y a toutes des parties techniques et parties aussi législatives pour connaître le monde des remontées mécaniques, parce qu'on est quand même géré par l'Office fédéral des transports. On doit répondre à beaucoup d'obligations. Et puis, pour avoir des concessions d'exploitation, des autorisations d'exploiter, les remontées mécaniques doivent avoir des personnes qui soient correctement formées. La même chose dans la sécurité, dans la gestion des pistes. On a aussi tout un système de brevets pour les patrouilleurs. On dit A, B et C. Le A, il fait les blessés en général. Le B, il peut aller faire du minage. Et puis le C, là, c'est vraiment un brevet fédéral pour gérer tout un domaine skiable sur le plan de la sécurité. Quand est-ce qu'on travaille, la période de l'année où on travaille le plus? Pendant l'exploitation à plein régime en hiver ou plutôt en été?
Alors, dans ma position, je dirais que j'ai un travail qui est assez constant sur l'ensemble de l'année parce qu'on a beaucoup de projets, on fait beaucoup d'investissements, on fait beaucoup de nouveautés. Cet été, on a refait un nouveau télésiège avec un nouveau restaurant. On prépare l'hiver. Je dirais où c'est un petit peu plus calme pour moi, c'est carrément pendant les fêtes de Noël, quand tout le domaine skiable est bien posé, tout va bien, il n'y a pas trop de problèmes, ça roule parce que tout le monde est en vacances à Noël. Nous, on travaille, mais si j'ai pas trop de problèmes sur le terrain, c'est une période qui peut être un peu calme. Et puis, j'arrive un petit peu à rattraper les dossiers qui ont été laissés un peu en plan durant le reste de l'année. Vous êtes le premier à descendre les pistes lorsqu'elles sont balisées la première fois avant l'ouverture de la saison? Assez souvent, assez souvent. Laurent Fouché, nous l'évoquions en introduction, Téléverbier, c'est la plus grande société de remontée mécanique de Suisse romande. Quelques mots de présentation. On parle de plus de 400 km de piste pour les 4 vallées. L'altitude la plus haute, c'est 3300 mètres. Alors, un atout clair face au réchauffement climatique. Mais c'est aussi Téléverbier, des activités dans la restauration d'altitude, l'hébergement touristique, l'immobilier. Beaucoup de choses. C'est aussi une société cotée, on y reviendra. C'est une particularité ici. Un peu moins de 50 millions de chiffre d'affaires sur le dernier exercice. Il y avait une petite perte. Un peu moins de 200 employés annuels, un peu plus de 400 saisonniers. Voilà pour tous ces chiffres. Les perspectives, comment se présente la saison, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. En juin, quand vous avez donné vos prévisions, vous espériez avoir un chiffre d'affaires qui dépasserait vraiment les 60 millions de francs, un retour au bénéfice de plus de 4 millions de francs, donc de bonnes perspectives après les hivers compliqués en raison de la pandémie. Aujourd'hui, décembre, alors que la saison est lancée, où en êtes-vous ? Alors, par rapport aux chiffres communiqués en juin, on est tout à fait dans le tir parce que nous, on termine l'exercice Il est décalé. Au 31 octobre. Donc là, on est en période de bouclement, mais on a allègrement dépassé les 60 millions de chiffre d'affaires. L'EBITDA va être très bon, donc ce qui nous permet d'avoir probablement des très bons résultats annoncés au mois de mars-avril. C'est là qu'on tient notre assemblée générale. Et c'est vrai qu'on a eu 2 hivers qui ont été difficiles. Depuis 2017 jusqu'à la fermeture, le 13 mars 2020, on avait vraiment une forte progression assez constante. Après, on s'est fait couper d'un coup. Là, on allait faire un exercice époustouflant, déjà 19-20. Après, 20-21, là, c'était quand même un peu plus compliqué parce que, bien sûr, il y avait beaucoup de restrictions. C'était difficile. On n'est pas la clientèle internationale. C'était difficile à voyager. Et puis, bien sûr, dans un domaine skiable, c'est pas évident parce que vous avez à peu près 80% de vos charges, elles sont fixes. Donc, vous ayez 100 personnes ou 10 000 skieurs, il faut quand même la même énergie, vous faire tourner les installations, et puis quasiment avec le même nombre d'employés. Mais l'hiver dernier, donc 21-22, il y a à pareille époque que maintenant tous les indicateurs étaient au rouge parce qu'on ne savait pas s'il fallait skier en présentant un Covid pass, on ne connaissait pas s'il allait y avoir des restrictions sur le voyage international. On a oublié, c'était il y a juste une année, mais juste une année, le contexte était très différent. On a la mémoire courte, mais souvent on l'évoque en séance. Hein. Et tout d'un coup, ça s'est ouvert. La Suisse a laissé skier sans Covid pass. La Suisse a laissé entrer les visiteurs sans trop de restrictions. Et on a eu une saison mais époustouflante. Je crois qu'on a tous fait des super résultats. Et puis tout le monde peut parler carrément de record. Et puis on s'est dit bon, attention, c'est peut-être ça a été un exercice exceptionnel, peut-être avec l'envie, rattrapage, les clients qui voulaient absolument skier. Puis là, on démarre cette saison, puis on est encore mieux que le début de la saison passée. Alors, c'est très réjouissant. Je dis souvent attention parce que la saison peut être longue. Faut pas oublier que l'hiver passé, on a eu aussi beaucoup de belles conditions météorologiques. Hein. Il a fait soleil pendant 6 semaines d'affilée au mois de février. On peut se retrouver dans une situation où on peut faire 4-5 semaines de très mitigé, voire tempétueux, et ça change vite la donne. Vous évoquez la clientèle internationale de retour. EasyJet, qui est certainement une compagnie qui peut vous amener des clients sur vos pistes, est très confiante avec le retour de la clientèle anglaise. Pour vous, à Verbier, dans le Téléverbier, vous voyez aussi cette clientèle-là revenir ? Alors, je dirais qu'elle n'a pas tellement disparu. On a un portefeuille de clientèle étrangère qui est assez varié. C'est vrai que la communauté anglaise, c'est la plus forte communauté de la clientèle étrangère de notre portefeuille. À Verbier, on dit 50% suisse, 50% étrangers, et puis 20% à peu près d'anglophones. Donc, on n'a pas eu de baisse drastique. On verra par la suite comment ça se déroule. On essaie un peu d'ouvrir les marchés et puis pas dépendre uniquement d'une clientèle, mais c'est réjouissant. Les skieurs russes, ça représentait une clientèle importante ? Alors par contre, là, pas du tout. Chez nous, on a quelques familles qui venaient de temps en temps, mais on n'est vraiment pas connus auprès de la clientèle russe. C'est plutôt du côté de Courchevel
qui a beaucoup de clientèle russe, aussi un peu de Crans-Montana, si je ne Vous êtes m'abuse. épargné. On est épargné, mais vous savez, les conséquences. ce sont des risques qui sont identifiés dans notre matrice d'analyse de risque. Il se peut que peut-être, d'un coup, en Angleterre, il y ait un gros problème. D'ailleurs, on voit, il y a quand même des problèmes économiques qui sont assez forts. Et puis, c'est quand même un risque identifié, quoi. Donc là, c'est arrivé avec la clientèle russe. Je ne pense pas qu'il va arriver la même chose à un pays comme l'Angleterre, comme ce qui s'est passé en Russie. Mais ce sont des choses qu'on tient en compte et qu'on essaye de composer avec. Frédéric évoquait EasyJet, qui a un hub à Genève. Qu'en est-il de l'aéroport de Sion? Quelle est son importance pour vous? Alors, l'importance, on espère qu'elle devienne beaucoup plus forte. C'est toujours difficile de faire fonctionner un aéroport de cette taille. Vous n'avez pas la masse critique. Alors, on essaye un petit peu de développer des vols commerciaux, mais c'est pas évident parce qu'on peut pas faire atterrir n'importe quoi comme gros porteur. Et puis après, c'est très important pour la clientèle, je dirais, un peu plus aisée qui vient dans nos montagnes en venant directement jusqu'à Sion. Mais l'aéroport de Sion, non seulement pour le tourisme, mais aussi pour le commercial, ou bien anciennement avec l'armée, c'est quand même bien pour le Valais, quoi. Plus local cette fois-ci, solution de transport en partenariat avec les CFF, le Verbier Express, sans changement pour monter en train. Il reste quand même l'équipement à porter. Vous avez des chiffres sur la part modale du train actuellement dans les locaux qui viennent à Verbier, à Téléverbier? On pense que c'est très difficile à mesurer, mais on pense que 10 à 15% de la clientèle journalière maintenant vient en train jusqu'au Chable. Donc on a un deuxième train qui a été mis en place aussi avec les CFF, c'est Vaux-Alpes Express qui vient aussi directement jusqu'au Chable depuis Fribourg maintenant. Donc ça répond aussi à une certaine demande. Si on prend une comparaison, il y a 5 ans ou 6 ans en arrière, c'était beaucoup moins que 10-15%. Oui, je pense allègrement. Je dirais que le développement du train au Chable s'est vraiment renforcé depuis que la Confédération, TMR et puis la commune de Bagne ont refait la gare, donc qui peut accepter des trains à 2 étages. Ça a permis aussi d'augmenter les cadences. L'offre a créé la demande. Exactement. Et puis aussi, je dirais le paradigme un peu, c'est bien pour le renouvellement de la clientèle, la mobilité alternative, comme on appelle ça. Parce qu'on voit aujourd'hui que les jeunes ne font pas systématiquement le permis de conduire. Moi, je me souviens, j'ai eu 18 ans, puis je crois que 18 ans et un jour, j'avais le permis provisoire dans la boîte aux lettres, et puis le soir, j'étais avec maman en train de conduire sa voiture. Mes enfants, le permis... ils ne sont pas vraiment intéressés. Pourquoi? Parce qu'on a les transports publics qui sont très bien développés. Avoir une voiture, maintenant, vous ne parquez plus en ville, comme à l'époque, gratuitement toute la journée. C'est pas possible. Et puis, nous, ça nous sert bien de renforcer cet accès à notre domaine skiable avec le train et puis la télécabine depuis le Chable-Verbier, dont on a étendu les heures d'ouverture. Ça reste 10%. Vous croyez à la capacité des... Bon, je pense que ça va changer complètement, ça va se développer les de plus en plus. Quoi. On le voit dans la consommation, puis surtout auprès des jeunes, on voit cet intérêt, comme je l'ai dit avant, pour le permis de conduire, qui est de moins en moins prononcé au profit de la mobilité alternative. Un autre point important dans la conjoncture pour vous, pas seulement pour vous, mais tous les entrepreneurs et beaucoup de ceux qu'on a reçus sur ce plateau à votre place sont inquiets de l'envolée du prix de l'électricité. Quel est l'impact pour vous de ce renchérissement? Alors à court terme, on n'a pas du tout d'impact parce que nous avons des contrats de longue durée qui avaient été signés quelques années, mais c'est clair qu'à moyen terme... Vous le renouvelez quand, le contrat? Le premier contrat sera pour 2025, donc c'est clair que c'est demain. Donc on a déjà prévu dans nos budgets cette augmentation du prix de l'énergie parce qu'évidemment, je ne pense pas qu'on reviendra à des niveaux où on était. Je crois que tout le monde s'entendait à dire que le prix du kilowatt était quand même bien bas par rapport à la réalité, quoi. Donc, ce qui devrait être. Maintenant, on négocie avec les fournisseurs. On peut, quand on est gros consommateur, comme un Verbier, comme Téléverbier, on peut aussi négocier des achats assez ciblés qui permettent d'avoir, disons, un prix sur une masse de kilowatts qui demeure intéressant, puis qu'on peut vivre avec. Et ça veut dire qu'en cette période d'inflation, l'inflation est de retour en Suisse, même si elle l'est moins qu'ailleurs dans les pays qui nous entourent, il n'y a pas eu d'augmentation importante du prix des forfaits? Non, puis parce qu'on publie déjà nos prix, je dirais, au printemps. Donc au printemps, cette inflation, elle était au départ. Donc, on n'a pas... Juste le prix de la journée a un petit peu augmenté, mais ça, c'est usuel. Comme chaque année, on augmente un peu le prix de la journée. Les abonnements sont restés au même niveau. Mais c'est clair qu'il y a quand même une forte pression sur les prix des matériaux, nos pièces de rechange, les salaires aussi, on a dû aussi un petit peu adapter. C'est clair qu'il y aura un report obligatoire, j'imagine, à terme, sur le prix de la journée de ski ou de l'abonnement.
On verra aussi ce qu'il en est avec cette inflation. On nous annonce aux États-Unis qu'à la fin du premier semestre, ça devrait se stabiliser ou redescendre. Souvent, les États-Unis sont un bon indicateur. Alors, on espère que ça vienne très vite chez nous. Nous, on survit encore pas mal en Suisse, mais c'est vraiment un risque que l'on doit prendre en considération. Autre risque que celui de pas simplement le prix, mais la pénurie d'électricité. Mhm. Vous avez un plan, vous allez faire fonctionner plus lentement certaines remontées, ou comment Alors, pour contribuer aussi à l'effort d'économie du pays demandé par le Conseil fédéral? Alors, on est prêt depuis quelques mois, parce que c'est vrai qu'au début des discussions, là, on se posait carrément la question si on allait pouvoir exploiter, hein. C'est vrai qu'on nous peignait tout en noir. Maintenant, il semblerait qu'on devrait survivre normalement durant cet hiver. Alors maintenant, il y a un appel à l'économie volontaire, mais ça, on le fait depuis des années dans notre consommation, parce que tout simplement à cause du coût de l'énergie. Et puis après, en fonction si on a des contingentements ou bien des lestages, on n'espère pas, quoi, mais on a tout un plan pour économiser sur une base journalière 5, 10, 20. Alors je dirais jusqu'à 10%. On ne touche pas trop aux produits, on touche plutôt au confort, les ascenseurs, les escalators, les écrans d'information. Mais après, en dessus de 10%, là, on peut parler de restrictions d'ouverture des installations. La vitesse des installations, on le fait depuis toujours, parce que quand il y a peu de monde, on diminue un petit peu la vitesse aussi, justement pour économiser des coûts. Et puis, il peut avoir aussi, si vraiment ça s'aggrave, peut-être carrément l'arrêt de certaines installations où on peut imaginer que ce sont des doublons, quoi. Vous arrivez aujourd'hui à avoir un approvisionnement en circuit court. Vous avez quel approvisionnement aujourd'hui en énergie? D'où vient le courant? Ouais, le courant vient un peu de partout, mais soi-disant, chez nous, on paye un petit peu plus cher le kilowatt pour chaque électron soit certifié Blue Elec. Alors, ça veut dire d'une production hydroélectrique, quoi. Donc, on pourrait dire qu'on consomme local. Je l'évoquais au tout début de cette deuxième partie. Téléverbier, c'est aussi une entreprise cotée à la Bourse de Paris, et non pas d'ailleurs à Zurich. Le coté depuis 2001. Alors, depuis 2001, le cours d'action, c'est formidable. Il a augmenté de 180%, donc très bien. Mais il est plutôt en ce moment autour des 45 euros, assez loin de son record de 75 2012. Vous êtes frustré par ce cours de bourse qui se traîne? Non, en fait, on n'a pas d'objectif avec le cours de bourse pour l'instant, parce qu'en fait, il y a eu une introduction en bourse quand il y a eu la Compagnie des Alpes qui est arrivée au sein de Téléverbier. Et ensuite, la Compagnie des Alpes est partie. Puis si vous regardez le volume échangé à... C'est politique, on va dire. Voilà. Puis si vous regardez le volume échangé à la Bourse de Paris, il y a carrément rien, quoi. Je pense que si vous faites une offre à 55 euros pour 30 actions, vous faites monter bouger le cours. Voilà. Absolument. Donc, mais au moins, bien sûr, on est soumis aux normes IFRS. On a un titre coté, donc il y a une transparence qui est très forte. Ça veut dire que sortir de la bourse, ça serait un jour une option pour vous? Ouais, on l'a étudié, mais c'est pas évident en fait, hein, tous les critères qu'il faut remplir, parce que si vous voulez sortir de la bourse à Paris, puis peut-être venir en Suisse, celle de Berne ou de Zurich, vous devez avoir 95% d'approbation d'une assemblée générale. Ensuite, il y a une période transitoire. C'est assez compliqué, puis on a abandonné l'idée de le faire pour l'instant. C'était quand cette exploration? Oh, j'irai l'année passée, quand même. Pareil, Ouais, mais disons, ça revient un peu chaque année sur la table. Est-ce que ça vaudrait la peine ou pas? Donc, pour l'instant, on est bien comme ça, quoi. Pour conclure cette deuxième partie, parlons un peu du futur. Allez, 2050, où le ski à cet horizon-là, on peut imaginer qu'il y aura encore de la neige, on espère, vu l'altitude. Mais ce sera du ski avec une neutralité carbone complète. Vous imaginez comment ce futur du ski quand on se projette assez loin comme ça? Alors, pour ce qui est de la neige, quand on regarde les prévisions sur les Alpes, ça veut dire plus de précipitations, mais avec une limite pluie-neige un peu plus élevée. À Verbier, on a la chance d'avoir 80% du domaine skiable en dessus de 2000 mètres, donc puis on est bien équipé en enneigement mécanique, mais encore faut-il qu'il fasse froid. Mais je dirais enneigement mécanique, là, il y aura un impact environnemental qui est... on parle d'eau puis d'électricité, mais si je peux juste me permettre, quand on parle énergivore, on parle notamment de la consommation d'eau. Le barrage de Mauvoisin, c'est 200 millions de mètres cubes d'eau. L'irrigation de la commune Val-de-Bagne, donc les prés, etc., c'est 20 millions de mètres cubes d'eau. L'eau potable pour
les douches et puis c'est brosser les dents, c'est 2 millions de mètres cubes d'eau. Et puis l'enneigement mécanique pour Téléverbier, c'est 350 000 mètres cubes. Alors je crois que ceux qui pointent ça, souvent, ce sont je dirais, des politiciens qui sont en mal de visibilité. Puis c'est vrai que la remontée mécanique se vend bien quand on peut la fustiger, quoi. Donc voilà, quoi. Une autre façon de poser la question, c'est de se dire, est-ce qu'à cet horizon 2050, la majorité du chiffre d'affaires de Téléverbier sera faite l'été? L'été, ce sera vraiment un pilier, ou en tout cas autant que l'hiver. On peut imaginer que ça devienne vraiment une grosse source de revenus? Moi, j'imagine que l'hiver sera toujours plus fort, mais la part de l'été sera beaucoup plus conséquente. D'ailleurs, on le voit ces dernières années, chaque année on augmente. On a aussi un changement de consommation de la part de la clientèle qui fait plus facilement des courts séjours, puis des séjours à la montagne, surtout quand il y a des vagues de chaleur, par exemple en plaine. Ben nous, on voit les week-ends, c'est là qu'on fait des belles affaires. Alors, c'est un peu au détriment de ce qui se passe avec le climat. C'est vrai que le changement climatique, il y a des effets de bord. Chez nous, à très court terme, ça nous amène des gens qui viennent un peu chercher de fraîcheur, mais aussi la façon de vouloir consommer, avoir du bon temps. La montagne s'avère être un très bel atout, tout simplement pour la détente, etc., quoi. Oui, aller au-delà du ski, certains en font même leur spécialité. On pense à Adam Bonvin avec Alaya Chalet à Lens, la vague également du côté de Sion. La diversification, comme le fait Alaya Group, c'est quelque chose que vous envisagez dans les activités vraiment proposées avec Téléverbier? Oui, parce qu'on est déjà pas mal diversifié. Alors c'est clair que la majorité de nos revenus, de notre marge surtout, provient de la vente de forfaits de ski. Mais on a de la restauration, on a de l'hébergement, on a aussi STA, les services techniques alpins à Sambranché, qui travaillent toute l'année, qui font de la maintenance pour des autres sociétés, qui font beaucoup de construction métallique. Un des objectifs de Téléverbier, c'est d'être 10 mois sur 12 profitable. Alors aujourd'hui, il manque, je dirais qu'on est à 7 mois à peu près. Donc c'est bien là, on voit qu'il faut quand même se diversifier, aller aussi sur l'été, mais peut-être pas forcément uniquement dans le tourisme. C'est peut-être bien aussi, disons, un petit peu de diversifier les activités. Quand il y en a une qui fonctionne un peu moins, d'avoir une autre qui compense. C'est un peu comme avoir un portfolio d'actions. En général, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Pour terminer cette émission, Laurent Vaucher, et si? Alors, si vous n'étiez pas né dans un pays de montagne, quel pays vous aurait plu? Je crois les États-Unis. Un pays de montagne, on l'a évoqué. Ouais, il y a tout aux États-Unis. Et si vous n'étiez pas parti travailler aux États-Unis, quelle région auriez-vous voulu explorer pour le travail? Alors moi j'ai eu la chance que pendant 2 ans, j'ai travaillé comme ingénieur service après-vente dans les années 90, à 97 à 99. J'étais tout le temps sur la route dans une multitude de pays pour les dépanner des machines. Donc, j'ai pu en visiter beaucoup grâce à mon travail. J'en ai aussi beaucoup visité à titre privé. J'ai voyagé une année sac à dos, principalement en Asie. Donc, je crois que j'ai toujours eu un peu cette fibre d'aller découvrir de nouveaux horizons, quoi. Donc, ça m'a toujours plu. Et si vous aviez joué à un autre sport collectif que le football, lequel? Le hockey. Le hockey m'avait beaucoup intéressé. Et puis, je me souviens que mes parents m'avaient dit, écoute, tu peux pas tout faire. C'est pas possible de faire du foot et du hockey. Parce que bien sûr, on a le foot, on joue jusqu'au début décembre. Le hockey, on s'entraîne déjà chez les juniors depuis le mois d'août pour préparer la saison. Donc, c'était pas possible de faire. Mais je pense que si j'ai pas fait du foot, j'aurais fait du hockey. Dernière question, si vous pouviez remonter le temps, quelle période de notre civilisation aimeriez-vous voir? Oula, ça c'est... Oula, il y en a plusieurs, je crois. Là. J'aime bien le début du siècle passé. Avant la Grande Guerre, là, j'aime bien toutes ces périodes. Et puis plus loin, un petit peu difficile à dire, quoi. Je ne vais pas vous dire Moyen-Âge ou quoi que ce soit, mais moi, je crois que je suis quand même bien dans l'époque où on vit, quoi. Merci beaucoup, Laurent Vaucher, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci à vous. Merci Frédéric Le Hiavant. Merci Vincent Magny. Et on se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses et entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et belle fin d'année. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.